Je m'appelle Céleste Aumont. J'ai 31 ans. Et le moment où j'ai compris exactement qui était ma mère, j'étais dans l'encadrement de ma propre porte, les cheveux encore mouillés de la douche, sans maquillage, dans un pull trop grand d'une taille, et elle était de l'autre côté, en train de me demander 3000 euros. Je veux te raconter comment on en est arrivé là. Parce que ça n'a pas commencé à cette porte. Ça a commencé bien avant. Et si tu veux comprendre pourquoi je n'ai pas bougé, pourquoi ma main est restée sur le montant et mes pieds sont restés là où ils étaient, tu dois comprendre tout ce qui a précédé ce mardi après-midi d'octobre. Tu dois comprendre le genre de silence qu'une maison peut avoir quand la mauvaise personne est la plus bruyante qu'il y a dedans. Avant de revenir au début, je veux juste dire quelque chose. Si tu es déjà là, si quelque chose dans cette première phrase t'a déjà fait bouger légèrement dans ton siège, clique sur j'aime, abonne-toi pour ne pas rater la suite et partage avec quelqu'un qui a besoin d'entendre une histoire sur le fait de voir enfin quelque chose clairement. Je continue. Laisse-moi te ramener en arrière. J'ai grandi à Angers. Pas le beau centre-ville qu'on montre dans les guides touristiques, le quartier de la Doutre, sur l'autre rive de la Maine, les rues étroites, les immeubles où on entend le voisin du dessus marcher en chaussons. Le genre d'endroit où tout le monde sait de quelle famille tu viens, et cette information fait la moitié de ta présentation. Moi, je venais des Aumont, ce qui voulait dire que je venais de Régine. Et ce que ça signifiait vraiment, ce que ça signifiait au-delà de la version de surface, j'ai mis à peu près 22 ans à le comprendre. Ma mère a élevé 2 enfants presque seule après que mon père est parti quand j'avais 6 ans. Je ne dis pas ça pour lui accorder un crédit qu'elle ne mérite pas, ni pour lui retirer un crédit qu'elle mérite. C'est juste le fait. Il est parti et elle est restée, et elle a été caissière au Leclerc du boulevard du Doyenné pendant 15 ans, jusqu'à ce que ses jambes ne tiennent plus debout toute la journée. Cette partie est vraie. Cette partie-là, je ne l'ai jamais contestée. Ce que je pourrais contester, ce que j'ai passé des années à essayer de ne pas contester, c'est la façon dont l'amour dans cette maison avait une direction. Il coulait dans un sens, principalement, vers mon frère Mathieu. Il avait 4 ans de moins que moi, il était plus facile, et ma mère le comprenait d'une façon qu'elle ne m'a jamais tout à fait comprise, moi. Ou peut-être qu'elle a arrêté d'essayer de me comprendre avant d'avoir épuisé tous les essais. Je ne suis toujours pas entièrement sûre de laquelle des deux versions est vraie. Voici ce que je sais. Quand j'avais 9 ans, je me suis cassé le poignet à l'école pendant la récréation. L'infirmière a appelé ma mère 2 fois. Elle n'est pas venue. J'ai attendu 4 heures dans l'infirmerie. Je me souviens de l'odeur, quelque chose comme du désinfectant et du café froid, jusqu'à ce que Madame Ferrec, la voisine du dessus, vienne me chercher. Ma mère était rentrée. Elle n'avait pas entendu le téléphone. La radio était branchée. C'est ce qu'elle a dit. Je l'ai cru pendant longtemps. Je le devais. Ce que je sais maintenant, c'est que j'ai construit toute ma personnalité autour de cet après-midi-là. Autour du fait d'être la gamine qui pouvait supporter d'attendre. Autour de ne pas être le genre d'enfant qui a trop besoin, fait trop de bruit, coûte trop d'énergie. Je suis devenue la facile. Celle qui se débrouille. Celle qui n'appelle pas 2 fois. Et je veux m'arrêter là. Parce que si tu as jamais appris à être peu contraignant, non pas parce que tu l'es vraiment, mais parce qu'on t'a appris que le fait d'avoir des besoins était le moyen le plus rapide de perdre le peu que tu avais, si tu sais ce que ça fait de rationner ta propre faim, je crois que tu vas comprendre tout ce qui vient après. Si ce que je dis atterrit quelque part en toi là, maintenant, vas-y, clique sur j'aime, abonne-toi pour ne pas rater la suite et envoie-le à quelqu'un qui en a besoin. Je continue. J'ai payé mes études moi-même, pas en grande partie, entièrement. Une licence AES à l'Université d'Angers avec une bourse sur critères sociaux que j'avais obtenue avec l'intensité spécifique de quelqu'un qui sait qu'il n'y a pas de plan B. J'ai fait la plonge les week-ends dans une brasserie du centre et de la saisie de données pour une agence de gestion locative les soirs de semaine. Ensuite, un master à l'IAE de Nantes, financé par une alternance que j'avais trouvée et négociée seule. Mes emprunts étudiants, je les ai remboursés en 38 mois. Je tenais un tableau Excel. Je l'ai encore quelque part.
Je dis tout ça non pas pour performer la résilience. Je suis tellement fatiguée de performer la résilience. Mais parce que tu as besoin de savoir que le jour où j'ai traversé l'estrade à la remise des diplômes de master, ma mère et Mathieu étaient dans les gradins, et qu'après, ma mère a dit, je la cite exactement, « Je savais que tu t'en sortirais. » Pas « Je suis fière de toi », pas « Regarde ce que tu as fait », juste « Je savais que tu t'en sortirais. » Comme si j'avais résolu un problème mineur, comme si j'avais retrouvé mes clés. Mathieu m'a rejointe après et m'a dit en serrant fort, « C'est un truc énorme, Céleste. » Il avait 17 ans et il le pensait vraiment, et je l'ai aimé pour ça. Je l'aime encore. La personne qui était vraiment là ce jour-là, c'était Inès. Inès Marchand, que j'avais rencontrée la première semaine de master quand on avait été affectés au même groupe de travail pour un cours dont aucune de nous deux ne voulait. Elle avait pris le train depuis Rennes, 3 heures, pour être dans ses gradins. Elle avait apporté une affiche en papier Bristol faite à la main avec des feutres. Il y était écrit « Madame la DRH, un jour », en grosses lettres rouges et vertes, et les feutres avaient débordé partout sur ma veste, et j'avais ri plus fort que je ne l'avais fait depuis des mois. Inès est le genre de personne qui se présente, pas parce qu'elle n'a rien d'autre à faire, parce qu'elle décide que se présenter, c'est la chose qu'elle fait. Je veux que tu gardes Inès en tête. Elle compte. Ma relation avec ma mère avançait par cycles. Il y a eu des années où les choses allaient dans le sens d'une porte légèrement sortie de ses gonds, qui va bien à condition de ne pas l'ouvrir trop vite. Je m'étais installée à Lyon après le master pour un poste dans une ETI, et la distance aidait. J'appelais le dimanche. Je rentrais pour les fêtes. Je faisais ce qu'on fait quand on espère encore que la personne va finir par devenir qui on a besoin qu'elle soit. Et puis, 2 ans avant l'accident, quelque chose a glissé. Pas une seule chose, ce n'est jamais une seule chose. Mais il y a eu un moment que je continue de revisiter. Un moment qui a cristallisé tout le reste. J'avais été licenciée. L'ETI avait fait une réorganisation et mon poste avait été supprimé. J'avais appelé ma mère le jour même. J'étais dans ma voiture sur le parking du Super U en bas de chez moi parce que je ne voulais pas pleurer dans l'open space et je l'avais appelée parce que quand tout s'effondre, on appelle sa mère. C'est le câblage. Ça va profond. Elle a décroché, je lui ai dit. Et sa première question, sa première question a été « Tu avais des problèmes là-bas? Il s'est passé quelque chose avec quelqu'un? » Pas « Tu vas bien? » Pas « Qu'est-ce dont tu as besoin? » Juste « Qu'est-ce que tu as fait? » J'ai dit non, c'était une question de budget, tout un service, rien de personnel. Elle a dit « Bah, tu t'en sors toujours. » Et ensuite, elle m'a demandé si Mathieu lui avait dit quelque chose pour la courroie de sa voiture, parce qu'il avait des problèmes de moteur, et elle voulait savoir si je savais ce que ça coûtait à Lyon. Je suis restée dans ce parking pendant 11 minutes après qu'on a raccroché. J'ai compté. Je ne sais pas pourquoi j'ai compté, mais je l'ai fait. Et quand j'ai finalement démarré, quelque chose s'était doucement fermé en moi. Pas claqué, juste fermé. Comme une porte qui se ferme quand la maison est devenue silencieuse. Je n'ai pas arrêté d'appeler le dimanche. Pas encore. Mais j'ai arrêté d'attendre qu'il y ait quelque chose là quand elle décrochait. C'était le début de la compréhension. L'accident, et ce qu'elle a posté après, n'en a été que la confirmation. L'accident s'est produit un jeudi soir d'octobre. Je rentrais du travail sur l'A46, le tronçon au sud de Lyon où les voies se resserrent et où tout le monde conduit comme si le code de la route était une suggestion. Un SUV m'a percuté par l'arrière à environ 70 km/h. Je ne l'ai pas vu venir. Une seconde, je pensais à ce que j'allais manger ce soir, et la seconde d'après, il y avait ce son. Un son énorme, plat, rien de ce qu'on imagine quand on imagine un accident de voiture. Et puis j'étais sur la bande d'arrêt d'urgence avec mes feux de détresse allumés et mes mains qui tremblaient, et je ne comprenais pas pourquoi je n'arrivais pas à lever le bras gauche. Clavicule fracturée, 3 côtes fêlées. Un traumatisme crânien léger, assez léger pour rentrer chez moi, assez sérieux pour ne pas conduire pendant 2 semaines et ne pas fixer un écran plus de 20 minutes d'affilée.
Mathieu a appelé depuis la salle d'attente des urgences. Il est resté au téléphone avec moi pendant 2 heures ce soir-là, et je tiens à être claire là-dessus. Mathieu était là. De la façon dont il pouvait l'être, il était là. Il a appelé notre mère. Je sais qu'il l'a appelée parce qu'il me l'a dit. Je sais qu'elle savait parce que la publication est apparue à 9h14 le lendemain matin. Une photo de son balcon, les tomates en pot qu'elle soigne avec une constance qu'elle n'a jamais appliquée à quoi que ce soit me concernant, et une légende qui disait « Réveillée avec le plus beau matin qui soit, café, soleil, zéro drame, enfin la paix », avec un emoji main jointe. Je veux que tu penses à ce que ça demande d'écrire ça. De s'asseoir le lendemain matin de l'accident de ta fille. Ta fille qui t'a appelé depuis un parking de supermarché quand elle a perdu son emploi, qui appelait le dimanche, qui rentrait pour Noël même quand rentrer lui coûtait quelque chose. Et d'ouvrir Facebook et de taper les mots « Enfin la paix » en te disant que c'était la bonne chose à mettre dans le monde. J'y ai pensé pendant des mois. Je l'ai retourné en thérapie, dans mon journal, à la table de cuisine d'Inès à 11h du soir. Et ce à quoi je reviens toujours, c'est ça. Elle ne l'a pas posté pour me blesser. Elle l'a posté parce qu'elle ne pensait pas à moi du tout. Et d'une certaine façon, c'est pire. Je veux te poser une question là maintenant, et je le pense sincèrement. Est-ce que tu as jamais réalisé que l'indifférence de quelqu'un te blessait plus que sa cruauté aurait pu le faire? Que l'oubli est une blessure différente de l'attaque? Écris-le dans les commentaires. Je les lis tout, et je veux savoir si tu as déjà été dans cet endroit-là, parce que je crois que plus de gens y ont été qu'ils ne l'admettent jamais à voix haute. Inès a fait une capture d'écran de la publication dans la première heure. Elle savait avant même que je lui demande, que Régine finirait par la supprimer, qu'il y aurait une version des événements où ça n'avait jamais existé, ou avait été mal interprété par des gens qui ne la comprenaient pas. Inès l'a sauvegardée sans me dire qu'elle le faisait. Elle l'a juste fait. C'est ça, Inès. Elle réfléchit à 3 coups d'avance quand il s'agit de protéger les gens qu'elle aime. Et elle le fait si discrètement qu'on ne s'en rend presque pas compte, jusqu'au moment où on a besoin de ce qu'elle avait déjà préparé. Elle m'a montré la capture d'écran 6 jours après l'accident, assise sur son canapé avec le plaid en laine qu'elle garde spécialement pour quand je suis là. Je suis convaincue qu'elle l'a acheté en pensant à moi, même si elle ne l'a jamais dit. Et elle avait sur le visage l'expression de quelqu'un qui apporte une nouvelle qu'il redoutait depuis un moment. Elle m'a tendu son téléphone. Elle a dit « Avant que tu la voies, je l'ai déjà sauvegardée. » Je l'ai lu 2 fois. Ensuite, j'ai regardé par sa fenêtre la rue en bas, les vélos attachés au poteau, un homme avec un chien qui traversait sans regarder, et je suis restée avec ça un moment qui m'a semblé beaucoup plus long qu'il ne l'était probablement. Elle savait, j'ai dit. C'était toute la phrase. Juste, elle savait. Inès a dit « Oui ». J'ai dit « Efface-la de ton téléphone, je ne veux plus la regarder ». Elle ne l'a pas effacée. Je l'ai appris plus tard, et je lui en suis reconnaissante chaque jour depuis. Les semaines qui ont suivi ont eu le silence le plus étrange dans lequel j'ai jamais vécu. J'étais chez moi, à guérir, me déplaçant prudemment dans mon propre appartement, comme une invitée dans un endroit que je ne voulais pas déranger. Ma clavicule était dans une attelle pendant les 4 premières semaines, et je dormais assise, ce qui est sa propre misère particulière. J'ai regardé plus de télévision que je ne l'avais fait depuis des années. J'ai préparé beaucoup de tisanes. J'ai eu de longues conversations téléphoniques avec ma psychologue, Élise Vernet, qui me suivait chaque semaine depuis 18 mois à ce moment-là. Dans ces séances, je continuais à dire que j'allais bien. Je continuais à dire que l'accident était la partie physique et que je gérais la partie physique et que l'autre chose, la publication, était quelque chose que je traitais. Élise Vernet me regardait à travers l'écran et disait « Décrivez-moi ce que traiter ressemble en ce moment. » Et je décrivais quelque chose qui semblait raisonnable et composé, et elle hochait la tête, et ensuite elle posait une question qui faisait s'effondrer le sol sous mes pieds. Elle m'a demandé une fois « Si une amie vous appelait le lendemain de son accident et que vous ne saviez pas qu'elle avait eu un accident, et que vous appreniez ensuite qu'elle était aux urgences la veille, qu'est-ce que vous feriez ?
J'ai dit que j'irais chez elle, que je me présenterais. Elle a dit « Je sais que vous le feriez ». C'est tout ce qu'elle a dit. Elle n'avait pas besoin de dire le reste. Il y a eu une nuit, environ 3 semaines après le début de la convalescence, où j'ai failli appeler ma mère. Il était passé minuit et j'étais réveillée parce que dormir assise veut dire qu'on n'est jamais vraiment endormi. Et l'appartement était très sombre et très silencieux, et je ressentais la solitude particulière d'être blessée et seule d'une façon qui, je crois, est différente de la solitude ordinaire. Elle est plus animale. C'est le genre qui te fait tendre la main vers celui qui était censé prendre soin de toi, que cette personne l'ait jamais fait ou non. J'avais mon téléphone dans la main, j'avais son numéro affiché. J'ai posé le téléphone sur la table de nuit et je me suis forcée à dire à voix haute, dans le noir, à personne. Elle savait pour l'accident. Elle a posté ça quand même. Je l'ai dit à voix haute parce que j'ai une règle pour moi-même. Une règle que j'ai construite pour survivre à mon propre enfance. Je ne me mens pas. Je viens d'une maison où les choses étaient constamment renommées, recadrées, où la cruauté s'appelait honnêteté et la négligence s'appelait confiance, et une mère qui ne venait pas chercher sa fille à l'infirmerie s'appelait une mère qui faisait confiance à sa fille pour gérer les choses. J'ai compris tôt que la seule protection que j'avais contre cette distorsion, c'était ma propre vision claire. Quand je nomme quelque chose, je ne le défais pas. J'ai posé le téléphone. Je n'ai pas appelé. Mathieu est venu 10 jours avant Régine. Il m'a envoyé un message depuis le parking. « Hé, je suis à Lyon pour un chantier. Tu veux de la compagnie ?» Et j'ai dit oui, parce que j'aime mon frère. Et parce qu'à 31 ans, je travaille encore sur la partie de moi qui se contracte à l'idée de dire non aux gens que j'aime. Il a apporté des chips et 2 canettes de quelque chose que je ne bois pas, ce qui est exactement Mathieu. On a regardé n'importe quoi sur ma télé, et il m'a fait rire avec une histoire de chantier impliquant une gaine de ventilation et un propriétaire très surpris. Et pendant 2h30, il était juste mon frère. Juste la personne qui avait appelé depuis les urgences et était restée en ligne, qui avait dit « C'est un truc énorme, Céleste, à la remise des diplômes, quand personne d'autre ne l'avait fait. » Et puis, à ma table de cuisine, avec les paquets de chips entre nous, il l'a dit. Elle ne voulait pas dire ce que ça avait l'air de vouloir dire. Je l'ai regardé un long moment. Mathieu, elle savait pour l'accident. Je sais, elle gère juste les choses bizarrement. Elle l'a posté publiquement, avec un emoji. Il a regardé la table. Sa mâchoire a bougé légèrement, comme elle le fait quand il travaille quelque chose qu'il n'a pas encore fini de travailler. Puis, les choses sont compliquées pour elle en ce moment, financièrement. Je voulais juste que tu le saches parce que j'ai entendu la forme de ce qui s'en venait avant qu'il arrive. J'ai pris mon verre d'eau. J'ai dit, très posément, « Je t'aime, tu peux revenir quand tu veux, mais cette conversation est terminée. » Il a hoché la tête. Il n'a pas contesté. Il m'a serré à la porte, plus longtemps que d'habitude, le genre d'étreinte qui signifie quelque chose qu'il n'a pas encore les mots pour dire. Et puis, il était parti. Je me suis tenue dans le couloir après son départ et j'ai pensé, elle l'a envoyé en éclaireur. Elle l'a envoyé voir si la porte était ouverte. 3 jours plus tard, en séance, Élise Vernet m'a demandé ce que je ferais si ma mère prenait contact directement. J'ai dit que je ne savais pas. Elle a dit, « Vous savez, vous vous y préparez depuis 18 mois. » J'ai dit, « Savoir et faire sont 2 choses différentes. » Elle a dit, « Oui, décrivez-moi ce que la différence ressent en ce moment. » Je suis rentrée de cette séance et j'ai ouvert mon journal et j'ai écrit une liste. Pas ce que je dirais, juste ce que je ne déferais pas. 2 colonnes, ce qui s'est passé, et ce que je me suis dit à la place. J'ai rempli 3 pages. Ensuite, Régine a frappé. C'était un mardi. Début d'après-midi, le genre de lumière d'octobre qui entre bas et en biais et donne à tout un air un peu plus significatif qu'il n'est. Je venais de sortir de la douche. Mes cheveux étaient humides et j'étais dans le pull kaki, le trop grand que j'avais acheté d'une taille au-dessus quand j'avais encore la telle, et j'allais me préparer à manger et je n'étais habillée pour rien d'autre que traverser la journée.
3 coups, doux. Une pause entre le deuxième et le troisième. Je connaissais ce coup. Je connais ce coup depuis toute ma vie. C'est le coup de quelqu'un qui veut avoir l'air de ne pas être sûr d'être à sa place, tout en étant parfaitement certain de rester. Je me suis tenue dans le couloir un moment, j'ai regardé la porte, et puis je l'ai ouverte, parce que ne pas l'ouvrir n'avait jamais vraiment été une option. Pas parce que je lui devais l'entrée, mais parce que j'avais besoin de le voir. J'avais besoin de la voir debout là, de l'autre côté du choix que j'avais déjà fait, pour que le choix soit réel. Elle était plus petite que dans mon souvenir. Ça arrive parfois, je crois, quand on arrête d'avoir peur de quelqu'un, il perd quelques centimètres. Elle portait un chemisier fleuri, le genre qui signale l'effort sans l'admettre, et un gilet beige, et elle avait son sac en toile à l'épaule, la bandoulière usée jusqu'à la trame. Le sac en toile a fait quelque chose se déposer dans ma poitrine. Elle était venue préparée à rester un moment. « Céleste, ma chérie, » elle a dit, « je suis venue prendre de tes nouvelles. » Il y a quelque chose qui se produit quand ta mère t'appelle ma chérie, d'une voix douce après une longue absence. Quelque chose dans ton corps répond avant que ton esprit rattrape. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est juste la partie animale de toi, celle qui a été câblée avant que tu aies ton mot à dire dans le câblage, qui reconnaît la voix qui était censée signifier la sécurité. Je l'ai ressenti. Je veux être honnête là-dessus. J'ai ressenti le courant, la vieille traction, celui qui avait coulé sous tout le reste toute ma vie. Et puis j'ai ressenti autre chose, quelque chose de plus stable. « Comment va ton épaule ?» elle a demandé. « Ça guérit », j'ai dit. Je n'ai pas bougé. Elle a ajusté la bandoulière de son sac. Ses yeux ont fait leur chose. Le ramollissement, la légère humidité au coin qui n'est pas tout à fait des larmes, mais est positionnée suffisamment près pour fonctionner comme telle. « Je sais que tu as vu cette publication », elle a dit. « Je veux que tu saches que c'était un mauvais moment. J'avais eu une semaine difficile et j'avais besoin de mettre quelque chose de positif. Je ne pensais pas... » « Tu savais pour l'accident, » j'ai dit. Pas fort. Juste le fait, posé entre nous comme quelque chose qui avait été dans ma poche depuis 3 mois. Elle a cligné des yeux. « Je sais, je me suis sentie terrible. Vraiment, Céleste, On peut parler ?» elle a dit. « Je peux entrer et on... » « Non, » j'ai dit. Le mot a atterri doucement. Elle a cligné des yeux encore. « Qu'est-ce que tu es venue chercher, maman ?» Voici le moment dans lequel je veux m'asseoir une seconde, avant de te dire ce qu'elle a dit ensuite. Parce que c'est la partie que j'ai retournée plus de fois que n'importe quoi d'autre. Pas ce qu'elle a demandé, j'y arrive, mais le moment juste avant. Le moment où elle se tenait sur le palier et où je me tenais dans l'encadrement, et où la distance entre nous était d'environ 2 mètres et d'environ 30 ans simultanément. J'avais passé tellement de ma vie à essayer de mériter la bonne version d'elle. Celle qui se présente, celle qui demande si je vais bien avant de me demander pour la courroie de la voiture de Mathieu. J'avais eu 9 ans dans une infirmerie pendant 4 heures en me disant qu'il y avait une bonne explication. J'avais eu 26 ans dans un parking de supermarché à compter les minutes, en appelant quand même. J'avais appelé le dimanche. J'étais rentrée pour Noël. J'avais été la facile, la capable, celle qui se débrouille, depuis si longtemps que c'était devenu toute l'histoire de qui j'étais. Et debout dans cet encadrement de porte, j'ai compris quelque chose que j'encerclais depuis des années. Elle n'allait jamais me donner ce que j'avais attendu. Pas parce qu'elle était un monstre, mais parce qu'elle ne savait sincèrement pas qu'elle me le devait. Dans sa version de l'histoire, j'avais toujours été bien. J'avais toujours trouvé comment m'en sortir. Elle m'avait donné exactement ce dont j'avais besoin en me laissant seule pour devenir qui j'étais. Elle le croyait. Si ça t'a touché quelque part, si tu as jamais été la preuve pour quelqu'un qu'il avait bien fait les choses, alors que la vérité c'est que tu t'en es sorti malgré eux, clique sur j'aime. Abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. Ce que je vais te dire maintenant est la partie qui a tout changé. Quelque chose s'est fermé dans son visage. La douceur s'est éteinte. Pas lentement, mais comme on éteint une lumière de couloir. Quelque chose de plus familier l'a remplacé. « J'ai besoin d'aide », elle a dit. Sa voix a glissé dans le registre que j'avais connu toute ma vie,
celui qui était simultanément une demande et un énoncé de ce que je lui devais pour le fait même de demander. Mathieu t'a dit que c'est compliqué. Je suis en retard de 3 mois sur mon loyer, Céleste. Il menace de... Combien? J'ai dit. Elle a marqué une pause. Je crois que la directness l'a surprise. 3 000 euros. Si je pouvais juste... Non, j'ai dit. Sa mâchoire s'est serrée. Un petit mouvement, mais j'ai lu cette mâchoire toute ma vie. Je suis venue de bonne foi. Non, j'ai dit. Tu as envoyé Mathieu en éclaireur pour voir si la porte était ouverte. Et quand il t'a dit qu'elle n'était pas complètement fermée, tu as fait 2 heures de route et tu as mis ce chemisier et tu es venu finir ce qu'il avait commencé. Je ne dis pas ça pour être méchante. Je le dis parce que c'est vrai et parce que je n'ai plus rien à dépenser pour faire semblant. Ses yeux se sont durcis. Les bords humides se sont complètement asséchés. Tu as toujours été tellement... Je sais, j'ai dit. Je le pensais. J'ai toujours été tellement. J'ai toujours été la difficile, la froide, celle qui prend tout de travers, celle qui ne peut jamais juste laisser les choses aller. J'avais entendu toutes les versions de cette phrase. Je connaissais toutes les fins. Je dirai à Mathieu que je t'embrasse, j'ai dit, et j'ai fermé la porte. Je me suis tenue dans mon couloir avec ma main à plat contre la porte et j'ai respiré. Un souffle, puis un autre. Ma main gauche, celle avec le bleu jaunissant près du poignet, était pressée contre le bois, et je suis restée là un moment à juste sentir la solidité. La porte était fermée. Je l'avais fermée. Mes pieds étaient restés là où ils étaient. Je ne pleurais pas. Je n'étais pas triomphante. J'étais quelque chose qui n'avait pas encore de nom propre, quelque chose qui ressemblait, plus que tout, à la sensation physique de poser quelque chose de lourd qu'on porte depuis si longtemps qu'on avait oublié que ce n'était pas une partie de son propre corps. J'ai envoyé un message à Inès. Elle est venue. Je ne l'ai pas laissée entrer. Elle a demandé de l'argent. 3 secondes plus tard, Inès. J'arrive. Je me suis assise à ma table de cuisine. La même table où Mathieu avait dit « Elle gère juste les choses bizarrement », où j'avais mangé seule pendant des semaines, où j'avais écrit la liste en 2 colonnes la veille au soir. J'ai ouvert mon journal à cette liste. J'ai relu les 2 colonnes lentement. Ce qui s'est passé, ce que je me suis dit à la place. Puis j'ai tourné une nouvelle page et j'ai écrit une seule ligne en haut. Ce que c'était vraiment. Je n'ai rien écrit en dessous encore. Je suis juste restée avec la question. Je l'ai laissée être une question. Dehors, la lumière d'octobre entrait encore bas et en biais, donnant toujours à tout un air plus significatif qu'il n'était. Sauf que maintenant, je n'étais plus sûre que c'était faux. Peut-être que les choses étaient exactement aussi significatives qu'elles en avaient l'air. Peut-être que j'avais juste passé 31 ans à me faire dire qu'elles ne l'étaient pas. Inès est arrivée 40 minutes plus tard, encore en tenue de travail, son badge hospitalier qui se balançait sur la blouse, un sac en papier du vietnamien que j'aime dans une main. Elle était venue directement de l'hôpital. Elle avait reçu le message et elle était partie. C'est ça, Inès. Elle ne demande pas si tu as besoin d'elle. Elle vient juste. Elle n'a pas frappé comme ma mère avait frappé. Elle a frappé comme Inès frappe. 3 coups, rapides, sans drame, certaine de son accueil. J'ai ouvert la porte avant qu'elle ait fini. On s'est regardé dans l'encadrement une seconde, et elle a regardé mon visage, et j'ai regardé le sien, et elle a dit « On mange d'abord, ensuite tout le reste ». J'ai dit « D'accord ». On s'est assise à ma table de cuisine, et on a mangé, et j'ai parlé, et quelque part au milieu, quelque part entre le boboon et le moment où je lui ai raconté la bandoulière usée du sac en toile et ce que ça avait fait de la voir, j'ai commencé à pleurer. Pas le genre brusque et soudain, le genre lent. Celui qui signifie que quelque chose attendait depuis longtemps et s'est finalement vu donner la permission. Inès a posé sa main sur la mienne sur la table et elle n'a rien dit. Elle n'a pas essayé de réparer, de recadrer, de me dire que ça allait aller. Elle est juste restée. Et ça, cet acte précis de rester,
de ne pas remplir le silence avec autre chose que sa présence, c'est la chose qui m'a finalement fait le ressentir. Je n'étais pas seule dans tout ça. Je n'avais jamais été seule dans tout ça. Je regardais juste dans la mauvaise direction pour trouver la personne qui était là. Les semaines qui ont suivi ce mardi avaient une texture différente. Pas plus facile exactement, plus honnête. Comme quand tu as plissé les yeux sur quelque chose pendant longtemps et que tu mets enfin les bonnes lunettes. Le monde n'est pas moins compliqué, il est juste net. Inès est revenue 2 fois cette semaine-là. Pas parce que je lui avais demandé, parce qu'elle avait décidé de le faire. Elle a apporté à manger la première fois et rien la deuxième fois, juste elle-même, et on s'est assise sur mon canapé, et elle m'a parlé d'un petit patient qu'elle suivait en pédiatrie, et je lui ai raconté un rêve que j'avais fait, où j'étais de retour dans cette infirmerie à 9 ans, sauf que cette fois, je me levais simplement, et je sortais. Et elle a dit « Je crois que ton cerveau est en train de classer quelque chose. » Je crois qu'elle avait raison. Élise Vernet, dans notre séance du vendredi, m'a demandé comment je me sentais, maintenant que le moment avait réellement eu lieu. Le moment pour lequel on se préparait, d'une certaine façon, depuis que j'avais commencé à la voir. J'y ai réfléchi un moment avant de répondre. J'ai dit « Je ne me sens pas vengée. Je pensais que ce serait le cas. Je me sens fatiguée. Et sous la fatigue, il y a autre chose, mais je n'arrive pas encore à trouver le mot. » Elle a dit « C'est bien, tu n'as pas besoin du mot encore. Tu as juste besoin de savoir qu'il est là. » Je revenais sans cesse, dans ces semaines-là, à l'image du visage de ma mère quand j'avais dit non la deuxième fois. Pas la colère qui était venue après. J'avais attendu la colère, j'avais catalogué la colère, j'avais toute une archive de sa colère. Mais la fraction de seconde avant. Le moment où quelque chose avait traversé ses yeux qui n'était pas de la performance. Quelque chose qui ressemblait, brièvement, à du chagrin. J'ai beaucoup pensé à ce regard. Je ne crois pas que c'était du chagrin pour moi spécifiquement. Je crois que c'était du chagrin pour la version de cette scène qu'elle avait construite. La version où elle arrivait à la porte et où j'étais tellement soulagée de la voir que je m'écartais et préparais du café, et où à la fin de l'après-midi, on était arrivé à quelque chose qui ressemblait à une réconciliation. Et l'argent était juste une question pratique qu'on avait réglée au passage. Je crois qu'elle avait cru à cette version jusqu'au moment où j'avais dit le premier non. Je ne dis pas ça pour être cruel envers elle. Je le dis parce que comprendre la version en laquelle elle croyait est la seule façon dont j'ai pu arrêter d'être en colère contre elle pour ne pas avoir vécu dans la mienne. Je suis retournée au travail 6 semaines après l'accident. Mon premier jour, j'ai pris l'A46 et je n'ai pas eu d'attaque de panique, ce dont j'avais eu secrètement peur. J'ai serré le volant un peu plus fort que d'habitude dans le tronçon où les voies se resserrent, et puis j'étais passée, et Lyon s'est ouverte autour de moi, et j'ai pensé « encore là ». L'open space avait une énergie différente quand j'y suis rentrée. Ou peut-être que c'était moi qui étais différente, et l'open space qui était pareil. Ma collègue Priya avait laissé une petite plante grasse sur mon bureau, avec un mot qui disait « Bienvenue, ton calme nous a manqué ». Je suis restée debout devant mon bureau un moment en tenant ce mot, en pensant au mot « calme » et à ce qu'il coûte d'être la personne calme. Et si c'était possible d'être vraiment calme plutôt que de performer le calme, et si je m'en approchais? Je croyais que peut-être oui. Environ 2 mois après la porte, Mathieu a appelé. Pas un message, un appel. C'était un dimanche, le jour où j'appelais ma mère avant, et je me suis demandé s'il avait choisi ce jour exprès ou si c'était juste une coïncidence. Avec Mathieu, c'est difficile à savoir. Il a demandé comment j'allais. Je lui ai dit. Il a demandé pour le travail. Je lui ai dit ça aussi. Et puis il y a eu une pause, le genre de pause que Mathieu utilise quand il se prépare à dire quelque chose. Et il a dit « J'ai réfléchi à ce que tu as dit, sur le fait que tu avais compris pourquoi elle était venue. » J'ai attendu. « Je crois que tu avais raison, » il a dit. « Je crois que je savais aussi. Je voulais juste... Je ne voulais pas savoir. » C'était tout. C'est tout ce qu'il a dit à ce sujet. Mais j'ai compris ce que ça lui avait coûté de le dire, parce que je connais mon frère, et je sais que la façon dont il aime notre mère
n'est pas la façon dont j'ai été capable de l'aimer. C'est un amour qui n'a jamais eu à survivre à la déception, comme le mien l'a fait. Pour lui, dire « je crois que je savais aussi » équivalait à un discours beaucoup plus long venant de quelqu'un d'autre. J'ai dit « je sais, je t'aime Mathieu ». Il a dit « ouais, moi aussi je t'aime Céleste ». On a parlé pendant 40 minutes après ça de rien d'important. Sa voiture, une série que je regardais, un souvenir qu'on avait tous les deux d'un week-end où on était partis en Bretagne quand il avait 8 ans et moi 12, et où notre mère avait été vraiment présente pendant tout un week-end d'une façon qui avait semblé, à l'époque, être la preuve qu'elle pouvait l'être. On a parlé de ce souvenir sans aucun de nous deux dire ce qu'on pensait tous les deux, à savoir, celui-là était vrai. Celui-là, on peut le garder. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles de ma mère après le palier. Pas d'appel, pas de lettres, rien par Mathieu. La situation du loyer s'est arrangée. Je le sais parce que Mathieu a mentionné, des mois plus tard, qu'elle avait obtenu une aide du CCAS et trouvé quelques heures supplémentaires dans une cantine scolaire. Je ne me suis pas sentie responsable de cette résolution. Je ne me suis pas non plus sentie soulagée qu'elle soit en difficulté. Je me suis sentie, surtout, rien en direction d'elle. Et apprendre à reconnaître ce rien comme quelque chose de neutre, plutôt que comme un engourdissement, m'a pris plus longtemps que je ne l'aurais pensé. Ce que j'ai fait, environ 3 mois après la porte, c'est écrire quelque chose. Pas pour elle, pas adressé à elle, pas envoyé nulle part. Juste écrit, dans mon journal, sur la page qui avait encore cette seule ligne inachevée en haut. Ce que c'était vraiment. Et je l'ai rempli. Pas dans la colère, pas dans le langage soigné de la thérapie, même si la thérapie m'avait donné les outils pour le faire. Juste en mots simples, comme tu expliquerais quelque chose à quelqu'un en qui tu as entièrement confiance. Ce que c'était vraiment. Une mère à qui on avait confié un enfant qu'elle ne savait pas aimer de la façon dont cet enfant en avait besoin, et qui, plutôt que d'apprendre, avait décidé que c'était l'enfant qui avait besoin de changer. Une femme qui avait elle-même été abîmée, dans sa propre enfance, de ses propres façons invisibles, et qui avait transmis cet échec vers l'avant avec la confiance précise de quelqu'un à qui on n'a jamais demandé de l'examiner. Pas un monstre, pas une méchante, une personne qui avait choisi, encore et encore, le chemin du moindre examen de soi, et dont la fille avait payé le coût permanent de ce choix. J'ai tout mis par écrit, 3 pages, recto verso, et tout à la fin, j'ai écrit une phrase qui ne la concernait pas du tout. J'ai écrit « Je ne suis pas la facile parce que personne ne faisait attention. Je suis la capable parce que j'ai décidé de l'être. » Je l'ai montré à Inès la prochaine fois qu'elle est venue. Elle l'a lu à ma table de cuisine. La même table où tout ça s'était passé. Et quand elle a eu fini, elle a levé les yeux vers moi et elle a dit « Te voilà. » 2 mots, c'est tout. Te voilà. Je m'appelle Céleste Aumont, j'ai 31 ans, et là je suis assise à cette table de cuisine avec un café qui a un peu refroidi parce que je n'arrêtais pas de parler au lieu de boire. Ce qui est exactement le genre de choses que je fais maintenant, apparemment, parce que je suis trop occupée à être présente pour me souvenir des choses pratiques. Et la lumière d'octobre entre encore par la fenêtre, la basse et en biais, et je ne plisse plus les yeux dessus. Je ne suis pas en paix parce que tout s'est arrangé. Je suis en paix parce que j'ai arrêté d'attendre que ça s'arrange. Je pense parfois à la gamine de 9 ans dans l'infirmerie. Je lui parle, pas à voix haute, juste de la façon dont on tient quelqu'un dans son esprit quand on veut qu'il sache quelque chose. Je lui dis « Tu ne t'en es pas sorti parce que personne ne venait. Tu t'en es sorti parce que c'est qui tu es. Et ce sont 2 choses différentes. L'une d'elles t'appartient. Elle a attendu 4 heures. Elle attend depuis longtemps. Je crois qu'elle peut s'arrêter maintenant. Avant de partir, je veux te poser une question. Et je le pense vraiment. Je ne le demande pas pour remplir le temps avant la fin. Je le demande parce que c'est la chose que je n'arrêtais pas de me demander tout au long de tout ça, la question sous toutes les autres questions. Est-ce que tu as jamais dû fermer une porte sur quelqu'un que tu aimais encore? Pas parce que tu avais arrêté de l'aimer, mais parce que la garder ouverte te transformait lentement en quelqu'un que tu ne voulais pas être? Est-ce que tu as jamais dû faire le deuil du parent ou de la personne dont tu avais besoin,
pendant qu'il était encore en vie? Si c'est le cas, dis-le dans les commentaires. Dis-moi autant ou aussi peu que tu veux. Je les lis tous, et je le pense vraiment. Tu n'es pas la seule à t'être tenue dans un couloir avec la main sur une porte, en essayant de comprendre ce qui est juste. Si cette histoire t'a accompagnée, si quelque chose dans l'histoire de Céleste t'a semblé être quelque chose que tu portais toi aussi, clique sur j'aime, abonne-toi pour ne pas rater la prochaine, et partage avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre que fermer une porte, ce n'est pas la même chose qu'abandonner. Parfois, c'est la chose la plus aimante qu'on puisse faire. Pour l'autre, peut-être, certainement pour soi-même. À la prochaine.